Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Je suis votre animatrice, Alex Maheu. Dans cette émission de l'Institut canadien d'information sur la santé, nous allons analyser les systèmes de santé du Canada avec des patients et des experts qualifiés. Restez à l'écoute car nous irons au-delà des données pour en savoir plus sur le travail qui est fait pour nous garder en santé. Aujourd'hui, nous parlons avec le journaliste renommé du Globe and Mail, André Picard. André est aussi une auteure connue et a reçu des doctorats honorifiques de 6 universités différentes. André nous parle de son expérience de reportage durant la pandémie, comment les médias sociaux ont changé son travail et les effets qu'il espère que la COVID aura eu sur les systèmes de santé au Canada. André Picard, merci de vous joindre à nous. Bienvenue au balado. Je peux voir que vous avez poussé une petite barbe de pandémie. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Pas de problème, c'est notre plaisir. André, vous êtes le journaliste de santé le plus connu au Canada. Votre réputation est vraiment critique au travail que vous faites. Comment avez-vous fondé la confiance de vos sources d'information et aussi de votre audience depuis le début de votre carrière? Je pense que ça a commencé tranquillement. C'était pas planifié. J'étais journaliste. J'ai commencé comme étudiant au Globe and Mail il y a 35 ans maintenant. Et graduellement, je me suis intéressé à la santé un peu par accident. J'étais intéressé au sida à l'époque. C'était nouveau. Ça intéressait pas les vieux au journal. Alors, j'ai commencé à la couverture du sida et généralement, on a juste ajouté un peu de temps en temps de sujets différents et on devient presque par défaut un expert dans le domaine en le faisant. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus par rapport à le domaine de la santé? Pourquoi vous avez, en fin de compte, choisi de devenir journaliste de santé spécifiquement? Et pour moi, la santé, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, individuellement, collectivement. Moi, la médecine m'intéresse pas trop. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la politique de la santé, l'effort qu'on peut mettre pour changer la vie des personnes, combien d'argent ils gagnent, leur hébergement, etc. C'est ça qui fait vraiment une différence à la santé et non la médecine. Le curatif est moins important et moins intéressant pour moi. Je veux vous ramener un peu en arrière, peut-être à une des premières crises de santé que vous avez vécues comme journaliste. C'est la crise de l'enquête Craver des années 1980. Certaines personnes vont peut-être se rappeler, c'était où il y a eu la contamination de sang de milliers de Canadiens et de Canadiennes par le virus du sida et de l'hépatite C. Je mentionne parce que je trouve qu'il y a des parallèles intéressants entre cette crise-là et aussi la crise qu'on se trouve dedans maintenant, c'est la COVID. Qu'est-ce qui a changé peut-être depuis ces deux crises et est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent entre les deux, vous croyez? Oui, je pense que le scandale du sang contaminé a occupé ma vie pour plusieurs années. J'ai fait une couverture assez à fond de ce scandale. Ça m'a intéressé encore parce que c'est une question politique. C'était un groupe négligé. Les hommes gays, on les a négligés. Ils ont donné du sang. Les gens qui ont eu des transfusions ont eu le sida, des grands-mamans, etc. Alors, ça a changé tout l'impact de cette pandémie. Il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années. Et on voit ça aujourd'hui. On voit les mêmes choses qui se répètent. Il y a des gens dans la société qui sont beaucoup plus touchés par la COVID que d'autres. Et c'est toujours les gens marginalisés. C'est des gens qui travaillent dans les domaines peu payants, dans les maisons d'hébergement. C'est des femmes avec des enfants, c'est des aînés. Tous les gens qui sont un peu citoyens de deuxième classe dans notre société sont toujours frappés le plus durement par les pandémies. Alors, c'est ça qu'il y a d'universel et qui est très pareil au scandale du sang contaminé ou du sida plus généralement. Trouvez-vous ça difficile comme journaliste? Est-ce que ça vous met beaucoup de pression de savoir que la façon dont vous reportez sur quelque chose, ça peut avoir un gros impact sur la société et la santé des Canadiens et des Canadiennes? Plus que d'autres choses, je pense que ça nous inspire de faire le travail. Juste l'idée de changer une petite chose. J'espère que chaque jour que je m'assois pour écrire, je dis, j'espère que ça change une politique, ça change la vie d'une personne. C'est ça, c'est pour ça qu'on le fait. On le fait pas juste pour écrire des mots, c'est pour avoir un impact. Et je pense que j'ai eu un peu d'impact au courant des années, mais c'est pas un grand impact, mais c'est un petit peu à la fois où on espère faire un changement. Je pense que vous êtes très humble quand vous dites ça.
La première pandémie globale que vous avez vécue dans votre carrière et certainement à travers les derniers presque 2 ans, on pourrait dire, les faits changent non seulement par l'heure et par la journée, comme vous étiez peut-être habitué avant, mais parfois par la minute. Et je me demandais comment vous gérez ça comme journaliste, comment est-ce que ça a changé les choses pour vous? Ben, le journalisme a beaucoup changé. Ça, c'est ma 40e année de journalisme. Les choses ont beaucoup changé. On n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas de laptop, on n'avait pas d'Internet, etc. Alors, C'est c'était un juste des peu... pigeons. Oui, on avait des journaux qui étaient très profitables. L'environnement était très, très différent à l'époque, mais ça a changé pour le pire, mais pour le meilleur. Alors, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'information, c'est beaucoup plus démocratique, il y a beaucoup plus de choix pour les gens, pour les lecteurs, ça c'est bon. Le travail est plus difficile pour les journalistes parce que tout le monde veut savoir tout immédiatement. On n'a pas le temps de penser souvent. Alors ça, c'est un grand changement. C'est plus difficile de donner le contexte, de prendre le temps d'expliquer, de comprendre. Alors, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de mauvais dans ça, mais on s'adapte. Certainement. Évidemment, ces dernières presque 2 années ont été des temps très éprouvants. Professionnellement, comme journaliste, je ne peux pas imaginer combien de temps et d'efforts que tu as passé sur la pandémie, mais en même temps, aussi comme tout le monde, vous avez jonglé des moments très difficiles personnellement dont vous avez parlé publiquement. Vous avez publié un livre sur les misères en soins de longue durée et aussi perdu un bien-aimé qui habitait dans les soins de longue durée. Comment avez-vous fait pour passer à travers ces moments? Oui, comme vous dites, c'était une période très difficile pour tout le monde et non seulement pour les journalistes. J'essaie de reconnaître à tous les jours que j'ai un très grand privilège. J'ai un travail, je me fais payer. Beaucoup de gens ont souffert beaucoup plus que nous durant la pandémie. Alors, on prend ce privilège puis on essaie de l'utiliser de façon qui fait une différence pour les autres, pour les informer. Pour moi, il y a eu beaucoup d'opportunités durant la pandémie. Comme vous avez mentionné, j'ai fait un livre, j'ai eu beaucoup de prix journalistes, etc. Alors, honnêtement, j'ai pas trop souffert comparé aux autres. Alors, on essaie de garder ce contexte et cette réalité et apprécier ce on a vécu et essayer de redonner à la société un peu parce qu'on a ce privilège. C'est une façon vraiment positive de regarder les choses. J'aimerais nous ramener à l'importance des données et surtout des données fiables durant la pandémie. L'ICI s'est concentré sur partager de l'information crédible afin d'améliorer les systèmes de santé au Canada, mais nous devons être seulement une des plusieurs organisations qui vous fournit de l'information de santé. Comment vérifies-tu ce qui est crédible quand il y a tellement d'informations? Oui, le crédible, le fiable, c'est très important. Alors, on retourne toujours aux sources. À l'ICIS, par exemple, on sait que c'est canadien, on sait que c'est bien fait. USCDC, on va au grand domaine Statistique Canada. On essaie de se fier sur les sources fiables, comme vous avez dit, et les autres, on est un peu plus sceptiques quand les gens essayent de vendre un produit ou de promouvoir leur cause. Leurs numéros, leurs chiffres, on dit peut-être c'est pas exactement fiable, on doit vérifier ça un peu plus que les autres. Mais les chiffres, le data est devenu de plus en plus important au courant des années. Le COVID, c'est une pandémie de chiffres. Je lis des milliers de chiffres par jour, les gens comparent, les gens utilisent les chiffres pour excuser des fautes, pour dire qu'il y a une crise. Alors, le data est devenu très, très important et comprendre la statistique, etc., c'est devenu très important pour les journalistes. Et non seulement pour les journalistes, mais aussi pour le public entier. Est-ce que tu crois que la pandémie a d'une manière éclairé le besoin pour des données fiables et aussi peut-être des façons que nous pouvons améliorer les données que nous avons déjà? Il n'y a aucun doute que les données sont devenues très importantes, mais ils peuvent éclairer, mais ils peuvent aussi brouiller beaucoup les choses parce que les gens peuvent utiliser les statistiques de façon très néfaste et on le voit tous les jours avec les anti-vax. On voit ce groupe-là utiliser ces chiffres-là de façon très, très néfaste, etc. Alors, c'est important pour moi que les gens comprennent qu'on change notre système d'éducation pour que les gens comprennent vraiment comment lire des chiffres et non juste accepter tout ce qui sont présentés devant eux.
Tu parles de la façon que le monde accepte ce qui est présenté devant eux. Une des grosses façons dont vous démontrez vos données, vos histoires, c'est à travers les médias sociaux. C'est sûrement très différent dans la façon que vous avez commencé en journalisme. Je me demandais, est-ce que vous croyez que cet outil, les médias sociaux comme Twitter, soit aidé ou est-ce que ça a entravé votre habilité de partager de l'information fiable de manière vraiment ponctuelle? Je pense que c'est un peu des deux. Ça l'a aidé. C'est une grande plateforme. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Twitter, par exemple. Mais aussi, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur ces plateformes. C'est très facile pour n'importe qui de dire n'importe quoi. Mm-hmm. Alors, on doit avoir un bon filtre. On doit être beaucoup plus sceptique qu'on a été dans le passé, etc. Alors, pour moi, c'est juste un autre outil et comme tous les outils, on doit l'utiliser de façon intelligente. Et pas tout le monde, de fait, des gens utilisent les réseaux sociaux de façon alarmante des fois. Avec les médias sociaux et avec aussi à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup plus d'activistes et d'influence sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes au Canada, spécialement, connaissent Vax Hunters, par exemple. Eux utilisent vraiment la plateforme pour essayer de changer les choses et essayer de changer le montant de personnes qui se font vacciner. Qu'est-ce que vous pensez de comment les réseaux sociaux changent avec ces genres d'activistes? Ben, je pense que c'est excellent comment les gens ont utilisé ces plateformes pour faire du bien, pour faire la promotion de vaccination, pour contrer les messages anti-vaccination, etc. Alors, c'est comme j'avais dit, c'est un outil et on doit trouver des façons de bien l'utiliser. Il y a des gens qui ont vraiment fait des choses intéressantes durant la COVID et on espère que ça va continuer. Beaucoup de gens vivent sur les réseaux sociaux, alors on doit les aider à vivre différemment, rendre ces réseaux utiles et changer les politiques en utilisant ces voies-là. Mm-hmm. Et essayer aussi d'aider les personnes qui sont sur les réseaux sociaux à trouver les comptes qui sont crédibles et les comptes qui ont de l'information qui est fiable. Absolument. Et il y a des groupes comme ça qui ont fait le travail que le gouvernement aurait dû faire, qui ne voulait pas faire parce que c'était un peu embarrassant. Alors, c'est cet activisme de data activism, si vous voulez, est très, très important aussi au-delà des groupes comme ISIS. Les gens qui sont des activistes font un travail très important. Et je suis certaine que vous avez beaucoup de personnes qui font des commentaires soit négatifs ou soit vous avez utilisé le mot néfaste en ligne. Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez des commentaires de cette manière? Oui, quand on est journaliste, quand on est un peu dans l'œil public, on s'attend à des critiques. Alors, ils sont toujours venus. Avant, ils venaient par la poste. C'était un peu plus tranquille, un peu plus poli. Maintenant, les gens peuvent dire n'importe quoi, n'importe comment, de façon anonyme. Alors, cette tendance est assez horrible, assez violent, mais moi, je me laisse pas trop concerné par ces choses-là. Je me concerne beaucoup plus avec mes collègues, les femmes, les gens de minorités culturelles qui se font vraiment attaquer de façon haineuse. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave que qu'est-ce que moi je vis comme un vieux bonhomme blanc. C'est pas aussi grave que mes collègues. Mm-hmm. André, je me demandais, qu'est-ce qui vous garde éveillé la nuit? Mais comme journaliste, on veut toujours on a toujours peur de manquer la prochaine histoire. Alors, on dit en anglais FOMO, Fear of Missing Out. Il y a toujours ce problème-là qui est présent. On a peur d'avoir fait une erreur, surtout comme je suis chroniqueur, j'ai des opinions. Si mon opinion était un peu louche, qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Alors, on s'inquiète de ces réalités-là, mais on s'ajuste. Si on fait des erreurs, on les corrige. Pour moi, c'est pas grave de faire des erreurs. C'est un peu le processus du journalisme, comme un peu le processus de la science, que les choses changent et on s'adapte. Ben, j'allais justement vous demander, qu'est-ce qui se passe quand vous faites une erreur? Est-ce qu'il y avait une fois une histoire que vous vous souvenez, que vous avez dit « Ah, j'ai inclus cette donnée ou j'ai dit ça et on a vu après quelques jours ou quelques mois ou quelques années que c'était pas la meilleure chose à faire ou à dire. » Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Oui, on essaie de corriger des erreurs. Pour moi, il y a aucune honte dans ça de faire une erreur puis de la corriger. Je sais que beaucoup de jeunes journalistes s'inquiètent de ça, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est une erreur, mais pas une erreur, mais un changement d'avis,
de philosophie, mais on réécrit une autre chronique plus tard et on dit, dans le passé, j'avais pensé ça. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai changé d'idée? C'est pour ces raisons-ci. L'environnement a changé, j'avais pas raison, j'ai mal pensé à l'affaire, etc. Non, on s'adapte. Et pour moi, ça, c'est normal. Quand j'entends les gens dire, oh, vous avez changé d'avis, vous êtes tout croche. Mais j'ai dit, non, c'est normal. Tout le monde, si on change pas d'avis, c'est beaucoup plus problématique que de ne pas le faire. Absolument. Je trouve que c'est une façon vraiment humaine de regarder les choses aussi, de pouvoir admettre ça parce que parfois, c'est pas toujours la façon évidente ou facile à approcher les choses. Mais je pense que c'est une leçon qu'on apprend de la médecine, de la science, qu'on doit être très humble parce que les choses changent et des fois, ils changent de façon assez fondamentale. Certainement. André, je vais vous demander, lorsque la pandémie sera derrière nous, s'il y a une chose que vous espérez qui aura changé pour le mieux, qu'est-ce que ça serait? Pour moi, durant la pandémie, j'ai été assez obsédé par les aînés. J'ai écrit un livre sur le problème dans les soins à longue durée, les grands oubliés, le livre s'appelle. Et pour moi, ça, c'est le grand changement la grande leçon qu'on doit prendre de la COVID. C'est vraiment les aînés qui ont souffert. On a eu 28 000 morts au Canada, 18 000 dans ces réseaux, dans les CHSLD au Québec, etc. Et on doit vraiment changer ce domaine fondamentalement parce qu'on est dans une société qui, en plein vieillissement, tout le monde a besoin de soins, nos familles sont plus petites. C'est vraiment une question de politique publique urgente auquel on doit s'adresser. Alors pour moi, s'il y a quelque chose de bon qui vient de la pandémie, c'est qu'on change la vie de nos aînés. André, merci pour vous être joint à nous aujourd'hui et aussi merci surtout de votre partage de savoir et votre sincérité. Merci, c'est un grand plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Revenez-nous la prochaine fois quand nous nous présenterons d'autres sujets et perspectives de santé intéressants. Pour en savoir plus sur les CIS, consultez notre site web, icis.ca. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre balado et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Cette émission a été produite par Ramon Sayap et notre producteur exécutif est Jonathan Kuline.